Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la force en sprint en se posant la question de pourquoi l'évaluer et surtout de comment l'évaluer. Si vous souhaitez lire les recherches qui sous-tendent ma présentation ou suivre nos actualités, n'hésitez pas à vous connecter à mon site internet ou à me suivre sur Twitter. Alors, quand on se demande de quelle force parle-t-on en sprint, il est important de se rappeler qu'il y a différents niveaux de mesure, du microscopique au macroscopique. Et par exemple, la force d'un muscle, ça peut être la force d'une fibre isolée, la force d'un faisceau musculaire. Ça, c'est un niveau in vitro très microscopique. Mais quand on parle de force, on parle aussi parfois de force d'un groupe musculaire. Là, ça correspond à des évaluations plutôt isolées autour d'une articulation ou d'une fonction, comme ici la flexion du genou ou l'extension du genou. Et puis parfois on parle de force à un niveau in vivo un peu plus macroscopique lors d'un effort physique, lors d'un exercice tel que le saut, tel que la poussée en squat ou tel que le sprint. Et puis le Graal, ce que tout le monde vise, mais qui aujourd'hui est encore impossible, c'est d'accéder à la force produite par l'athlète en situation réelle de pratique sportive. Alors ce qu'il faut résumer ici, c'est que tout d'abord, voilà, on a différents niveaux d'échelle quand on parle de force, donc il ne faut pas tout confondre. Et l'autre problématique, c'est que de mon point de vue, même si c'est très intéressant d'un point de vue de la recherche, le niveau de force d'une cellule musculaire, c'est relativement peu pertinent pour expliquer la performance sportive. Vous imaginez bien la différence de contexte qu'il y a. Et puis le niveau de force produit dans le jeu, par exemple en football, c'est impossible à mesurer. Donc en fait, entre ce qui n'est pas pertinent et ce qui n'est pas possible de mesurer, il faut naviguer un peu au milieu des limitations qu'on a actuellement. Et donc on reste très souvent focalisé sur une mesure de force isolée, articulation par articulation, ou sur une mesure de force un peu plus spécifique du sport en question, sur un exercice global. Mais il faut bien comprendre deux choses, c'est que tout d'abord, ces différentes mesures donnent différentes informations et on ne peut absolument pas mélanger dans l'interprétation des mesures isolées et des mesures macroscopiques lors de mouvements un peu plus spécifiques du sport. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a pas ou très peu de corrélation entre ces différents niveaux de mesure chez les gens entraînés. Et d'autre part, parce que biomécaniquement, c'est des vitesses tout à fait différentes, c'est des géométries tout à fait différentes, c'est des coordinations différentes, c'est de la biomécanique totalement différente. Donc en fait, on compare ce qui n'est pas comparable. En plus, on est face à des évaluations en articulation unique versus sur de l'exercice pluriarticulaire, ce qui donne un autre niveau encore de confusion. Et dans un cas, on est non spécifique du sprint, par exemple, ou du saut, et dans l'autre cas, on est un peu plus spécifique du sprint ou du saut. Alors, je prends un exemple assez simple pour illustrer ça, c'est l'exemple du lien, ou plutôt de l'absence de lien, entre la force d'un groupe musculaire qui intervient dans le sprint, les fléchisseurs du genou, les ischio-jambiers notamment, et la force produite au niveau du centre de masse ou sur le sol pour accélérer vers l'avant. Donc avec un outil qu'on a développé à Nice avec l'entreprise Human Kinematic qui s'appelle le Hamtech, on a été capable de très bien évaluer la force au niveau de l'articulation genou-hanche et donc la force spécifique des ischios en mode unilatéral ou en bilatéral. Et vous voyez ici que sur les graphiques de corrélation, on a une corrélation très pauvre, absolument pas interprétable en pratique, entre le niveau de force d'un groupe musculaire dans une fonction bien spécifique et le niveau de force produit par le corps entier en termes de sprint. Donc ça veut dire que interpréter la production lors d'un exercice aussi complexe que le sprint sur la base de uniquement des mesures articulaires, ça ne marche pas et dans plusieurs études de mon groupe notamment, on a montré l'absence de corrélation. Sauf si on inclut dans l'analyse et dans l'équation la coordination, c'est-à-dire la capacité d'activation de ces muscles, où là en fait on commence à avoir un schéma qui se dessine et qui explique une part plus importante de la production de force. Alors bien sûr, l'avenir, peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, ce sera des mesures en situation réelle de sport. Pour l'instant, c'est impossible. Et pourquoi je dis que l'avenir, ce sera ça? Parce qu'il y a 2 ans, en avril 2018, des collègues américains ont publié dans la revue Nature, ce qui est quand même une référence mondiale en termes de sciences, une méthode qui permet d'estimer la tension tendineuse, donc indirectement la tension musculaire aux bornes d'un couple muscle-tendon à partir d'une technique de vibration du tendon. Alors pour faire très simple, ils se sont aperçus qu'il y avait une bonne proportionnalité entre la tension dans un tendon
donc la tension produite par un groupe musculaire donné, et la fréquence de vibration ou la fréquence vibratoire mesurée au niveau du tendon. Donc ils ont validé ça, je résume très vite cette magnifique recherche, hein, mais ils ont validé ça d'abord in vitro sur des tendons isolés, puis in vivo sur du tendon calcanéen. Ils ont ensuite validé leur méthode, comme vous le voyez ici, lors de la marche, et l'article se termine sur un élément essentiel qu'on voit ici, c'est qu'il mesure la tension sur le tendon du biceps fémoral, vous le voyez ici, en situation de course. L'athlète a juste le petit capteur qui est ici strappé, et en situation de course à très haute vitesse. Et on s'aperçoit par exemple, on le sait, hein, mais cette étude le confirme avec des mesures, on va dire, très réalistes, on s'aperçoit que la tension maximale dans les ischios est sur la phase de fin de swing, c'est-à-dire la phase juste avant le temps de contact, et que pendant le contact, l'activation des ischios est relativement basse, en tout cas la tension mécanique dans ces muscles est très très basse. Donc, pour résumer, le modèle suivant est le modèle qui explique comment la force intervient dans la performance de sprint. Pour nous, il faut revenir en fait aux lois de Newton, aux lois du mouvement, les causes du mouvement. Sprinter, accélérer, c'est produire de la force, ça c'est une partie des essentiels, et appliquer cette force sur le sol dans un contexte de mouvement à très haute vitesse. Le sprint à partir de 2 ou 3 pas, c'est de la très haute vitesse, et dans un contexte de temps de contact très court. Et ça, j'anticipe un peu sur la suite de l'exposé, mais ça veut dire que si vous mesurez de la force à vitesse basse, comme en musculation, et avec un temps de poussée très long, vous êtes totalement hors contexte par rapport au sprint. Et c'est important parce que ça veut dire que les informations que vous avez sur vos athlètes sont des informations hors contexte. Je prends souvent l'exemple, c'est comme si vous vouliez savoir ce que vaut un élève en géographie en regardant ses tests de maths. On compare ce qui n'est pas comparable. Donc, ici, on a deux points de focus, mais je ne vais pas le développer, c'est les extenseurs de la hanche et le complexe pied-cheville. Il y a beaucoup de recherches qui commencent à montrer que c'est là que tout se passe, en tout cas que beaucoup de choses se passent. Et le point qu'il faut garder en tête, c'est que sprinter, faire de l'accélération, c'est faire interagir du mécanique, de la production de force et du technique, même si pour moi le technique c'est du neuromusculaire, c'est-à-dire de la transmission de force. Et vous imaginez bien une Formule 1, si le moteur est puissant, c'est bien, mais si tous les éléments de transmission transmettent cette puissance aux roues sur le sol, c'est mieux. Et donc il faut surtout ne jamais oublier et ne jamais déséquilibrer le travail de l'une ou de l'autre de ces qualités. Alors comment fait-on? Eh bien les méthodes pour évaluer la force en sprint, elles sont relativement développées, mais relativement accessibles. Aujourd'hui, si vous voulez mesurer une production de force d'un athlète en sprint, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans un des deux laboratoires dans le monde, à Saint-Étienne, à l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport, ou à Doha, à l'hôpital Aspetar, pour utiliser un tapis instrumenté de sprint. Soit vous allez dans un labo, comme à l'INSEP ou au Japon, où il y en a 2 ou 3 dans le monde, dans lequel il y a des plateformes de force intégrées dans le sol. Et alors ça marche très bien, vous voyez ici un exemple de sprint. Pendant que cet athlète sprint, eh bien j'enregistre les forces produites au niveau du sol. Encore une fois, je suis sur quelque chose de très macroscopique, j'enregistre ce que son corps produit, parce que je ne peux pas rentrer dans le microscopique. On se contente du macroscopique puisqu'on ne peut pas faire mieux. Alors tout ça c'est très frustrant parce que en fait, vous avez compris, aucun entraîneur, aucun kiné, aucun préparateur physique ne peut se lever un lundi matin en disant tiens cette semaine je vais aller tester mes joueurs dans ce contexte-là. Alors avec Pierre Samosino, qui est un collègue à l'Université de Savoie, on a essayé de trouver un modèle qui permet de recalculer la production de force en fonction de la vitesse de course, et donc de tracer ce qu'on appelle le profil force-vitesse, à partir de données relativement simples. Cette méthode a été publiée en 2016, mais en fait elle est basée sur un modèle mathématique qui a été observé dans les années 1920, y compris par un physiologiste qui s'appelle Archibald Hill. C'est le fait que quand quelqu'un accélère, quand un humain en bonne santé accélère, sa vitesse augmente, donc ça tout le monde le sait, mais cette augmentation suit une fonction mathématique exponentielle qui est très simple et qui est très facile après à modéliser et à utiliser dans les calculs. Alors j'ai jamais observé d'athlète, à part des footballeurs professionnels qui voulaient tricher un peu sur le test de sprint et ne pas se donner à fond, j'ai jamais observé d'athlète qui ne suivait pas
ce modèle exponentiel. Alors voilà quelques exemples. Christophe Lemaître sur des données d'accélération en sprint. Vous voyez que la petite courbe au milieu, c'est le modèle exponentiel qui vient décrire son accélération. Des joueurs de football, ça c'est une publication qu'on a faite avec Martin Buchheit il y a quelques années. Alors certes, ils ont les deux une accélération qui est différente, mais chacune suit cet exponentiel avec des composantes de l'exponentiel différentes. Usain Bolt, sur le record du monde, suit exactement cette évolution. Mon fils, quand il avait 3 ans, c'est-à-dire un petit bonhomme de 3 ans, quand il accélère et qu'il va à fond, il augmente sa vitesse avec une fonction exponentielle relativement simple. Et puis ce petit bonhomme de 96 ans, qui est un athlète de haut niveau en master, qu'on a évalué lors d'une compétition à Nice, pareil, quand il accélère, vous voyez que le modèle exponentiel décrit parfaitement ce qui se passe. Alors sur cette base-là, eh bien, on a pris cette équation qui nous donne soit la position, soit la vitesse de déplacement en fonction du temps, et en utilisant les lois de Newton, on a pu calculer la composante de la force dans la direction du mouvement, c'est-à-dire horizontalement vers l'avant, qui va agir sur le centre de masse. Et pour valider cette équation, on a tout simplement pris l'outil de référence en biomécanique, les plateformes de force au sol, d'abord à l'INSEP, puis en 2019 dans un laboratoire au Japon qui est équipé d'une merveilleuse plateforme de 50 mètres. Et on a prouvé, je résume la validation, mais que globalement, le niveau d'erreur de cette méthode est tout à fait acceptable dans le contexte de ce qu'elle permet de mesurer. Donc pour résumer, si vous avez la position ou le déplacement de votre athlète avec des cellules photoélectriques, un radar, un laser, un système type 1080 sprint, vous pouvez recalculer la production de force pendant son accélération. Alors un collègue entraîneur d'athlétisme et chercheur, Pedro Jiménez, est venu en 2016 en disant finalement, si j'ai juste besoin de la position du corps, du centre de masse estimé en fonction du temps lors d'un sprint, peut-être que je peux le filmer avec une caméra très haute fréquence, 240 images par seconde, ce qui est maintenant le standard des iPhones et des iPads. Et peut-être que je peux faire comme faisait Étienne Jules Marais, le père de l'analyse du mouvement français, à 24 images par seconde, c'est-à-dire identifier la position du corps en fonction du temps, et à partir de là, recalculer la vitesse, l'accélération, et donc remettre en place votre méthode de calcul. Donc cette application a été validée, et nous, on a publié une feuille de calcul Excel qui est en libre accès, qui est totalement ouverte, qui permet juste de refaire tous les calculs sur la base de soit vos temps de passage avec des cellules photoélectriques ou avec l'application MySprint, il y a un tutoriel sur mon site internet, soit sur la base de mesures de vitesse si vous disposez d'un radar ou d'un appareil qui mesure la vitesse. Alors maintenant, la question c'est celle-ci. Pour courir vite, est-ce qu'il faut être fort et que signifie être fort? Et là, il y a un énorme problème, c'est que le mot fort est souvent connoté avec la force maximale et on se dit souvent d'un athlète quand il est fort, il a un gros 1 RM en squat, il a une grosse force maximale à la presse, alors qu'en fait être fort ça dépend du contexte de vitesse. Donc là je vous conseille de lire et de suivre les recommandations de 3 personnes. Joel Smith, qui est un entraîneur préparateur physique et qui a écrit un livre que je trouve excellent sur tout ça, qui s'appelle Speed Strength, c'est-à-dire comment on développe la force pour courir vite. J'ai eu l'occasion de contribuer à certains passages de ce livre. Stuart McMillan, qui est un entraîneur d'athlétisme qui est aussi très actif avec des athlètes de sport collectif, et Jonas Dodou, qui est aussi entraîneur d'athlètes de haut niveau et qui est le conseiller vitesse de Eddie Jones. Donc c'est lui qui a pris en charge la préparation physique des Anglais par rapport au sprint. Si vous avez suivi les actualités, vous avez vu un peu le niveau de vitesse et la qualité de sprint de cette équipe. Et en fait, tous les trois discutent du niveau de force qui est nécessaire pour courir vite et du fait que très souvent, malheureusement, le développement de la force chez l'athlète passe par de la musculation qui rend certes plus fort, mais qui rend souvent plus lourd et qui rend souvent plus lent. Et ils observent souvent que améliorer la force de l'athlète, si ça se fait par des méthodes qui sont vers de la force non spécifique, parfois ça peut être contre-productif et ça peut rendre les athlètes plus lents alors que l'objectif c'était de les rendre plus rapides. Point très important, c'est que ce que pensent beaucoup d'entraîneurs, c'est que, donc ça c'est pas la réalité, c'est que plus on est fort, dans le sens force à vitesse basse, force maximale, plus on va être fort à vitesse élevée. Et que gagner de la force à la salle de muscu, pour être très simple, ça va se traduire par gagner de la vitesse sur le terrain. Alors ça peut être vrai à un niveau bas de performance. Si vous prenez, je sais pas, des débutants, des jeunes, etc. Bien sûr, s'ils deviennent plus forts, ça se transférera. Mais cette corrélation entre force et vitesse, ici,
Ben, ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, c'est que quand vous évaluez des centaines d'athlètes, comme on l'a fait dans cette étude publiée en 2018, que vous allez chercher des sports différents, des niveaux différents jusqu'à l'élite mondiale, il y avait des athlètes olympiques et des joueurs des All Blacks dans cette étude, ben vous apercevez que la corrélation entre force maximale à vitesse basse et force maximale, vitesse maximale ou force à vitesse élevée, ben elle est très faible. Et il y a de tout. Et la réalité, c'est que, il n'y a pas de corrélation très claire, en tout cas avec une intensité de corrélation utilisable en pratique entre force maximale à vitesse basse et force à vitesse élevée. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que toutes les variables issues d'un test de saut sont très mal corrélées chez des gens entraînés, encore une fois, avec toutes les variables issues d'un test de sprint. Et ça veut dire que si ce qui vous intéresse, c'est le sprint et la force en sprint, vous ne pouvez pas, si vous êtes sérieux dans votre métier, vous ne pouvez pas utiliser des variables obtenues en saut pour interpréter ce qui se passe en sprint. Encore une fois, c'est comme si vous vouliez savoir le niveau en géographie d'un étudiant en regardant ses notes en mathématiques. D'accord ? Il faut vraiment être clair là-dessus. Si vous prenez une population très large de niveau très bas, il y aura globalement une corrélation avec, je sais pas, 50%, 60% de la variance expliquée. Mais si vous travaillez avec des gens entraînés de haut niveau, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce niveau aussi faible d'information. Et, entre guillemets, désolé, si vous voulez de l'info par rapport au sprint, il va falloir mesurer les choses dans un contexte de sprint. Alors pour illustrer cet apparent paradoxe entre force et vitesse, on va prendre l'exemple de deux athlètes, ces deux athlètes de très haut niveau, qui ont chacun couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et au moment où dans leur carrière ils ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, ils ne pratiquaient quasiment pas, voire pas du tout de force maximale type entraînement en musculation lourde, et pourtant ils étaient très rapides. Et deux, leur niveau de force maximale était très faible. Ça veut dire qu'en fait, c'est des athlètes qui viennent vous dire on peut être extrêmement rapide, c'est-à-dire on peut être capable de produire une force extrême à vitesse élevée dans le mouvement, par exemple en sprint, et par ailleurs, ne pas avoir un gros niveau de force quand la vitesse est basse. Le squat maximal ou la presse maximale de ces deux athlètes au moment où ils font leur record personnel, il y a beaucoup de joueurs de sport collectif, voire même de personnes qui font de la musculation qui étaient capables de faire bien plus. Alors certes, on va me dire, oui, mais la plupart des gens qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes étaient par ailleurs des gens avec un très haut niveau de force. Je vais répondre, peut-être, mais là on est face à une association de deux choses qui sont en parallèle, pas forcément devant une relation de cause à effet. Enfin, voilà l'exemple typique de deux joueurs de sport collectif, des rugbyman, qui ont le même temps sur 30 mètres et qui ont des niveaux de force en fonction de la vitesse totalement différents. Ils ont des profils force-vitesse et ils ont, vous le voyez sur la droite, des niveaux d'orientation de la force au sol, ce qu'on appelle le ratio de force, totalement différents. Donc ça veut dire que si vous vous contentez de l'information d'un temps sur une distance donnée, vous ne savez pas ce qu'il se cache dessous en termes de production de force par le système qui court par l'athlète. Et donc, ça veut dire que analyser la performance en sprint et la force en sprint sur la base de uniquement un temps de course, c'est impossible. Comment vous pouviez savoir que ces deux athlètes avaient des niveaux de force aussi différents en fonction de la distance ou de la vitesse sans faire la petite analyse supplémentaire du profil force-vitesse? Donc pour finir, les recherches actuelles que l'on mène, c'est un autre thème, s'attachent à identifier quelles méthodes spécifiques permettent d'améliorer la force dans quel contexte spécifique, en fonction de ce qu'on veut améliorer, en fonction des déficits de l'athlète, etc., etc. Donc ça, c'est tout un pan d'études que vous voyez ici. Certaines sont en préparation, d'autres ne sont pas encore sorties. Et on explore le profil force-vitesse, c'est-à-dire on explore la force à toutes les conditions de vitesse possibles en sprint, de très basse à très élevée, avec des méthodes d'entraînement, et on essaie de voir ce qui permet d'améliorer les choses. Merci beaucoup. Et là, il y a un